Bien, bonjour à toutes et à tous. Je trouve des têtes amies ici depuis de longues dates, n'est-ce pas? Hein. Et alors, je ne sais pas s'il y a des hasards de calendrier, mais alors, je suis à Sciences Po quasiment 2 fois par semaine. Ça fait un peu grand oral, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. La région, vous le disiez, est fortement engagée auprès des universités. J'ai toujours considéré depuis tout temps que nous avions à notre disposition, au niveau des pouvoirs publics territoriaux, presque gratuitement, une capacité d'analyse, d'évaluation et de conseil que l'on ne sait pas utiliser en France. Que l'on ne sait pas utiliser en France. On a essayé de fonctionner différemment. J'avais notamment, il y a plus de 10 ans de cela, sur les critiques que formulaient mes collègues sur ma propension à développer l'innovation et la R&D, j'avais demandé à l'université de faire une thèse de doctorat, de produire une thèse de doctorat sur le rôle de la politique d'innovation. Alors cette thèse ça dure 3 ans, à peu près. Et alors après, il y a toujours un peu de débat politique, mais elle avait démontré que le fait d'avoir... On mettait 10% de notre budget sur la recherche en ex-Aquitaine. 10%. Alors ça donne le doublement de l'IEP, mais pas que. Et donc le résultat a montré que les entreprises qui avaient été aidées en R&D et en innovation doublaient leur emploi en 5 ans. Doublaient leur emploi en 5 ans. C'était l'espèce de bataille que l'on pouvait avoir dans les assemblées politiques, que l'on a toujours un peu, entre faut-il financer des salles polyvalentes ou des ronds-points, ou faire de la recherche. Et il a fallu qu'on démontre ça, que l'attractivité d'une région, et c'est passé par l'université. Je pourrais citer plein d'autres exemples. On a reconstitué en Nouvelle-Aquitaine une DATAR, une délégation à l'aménagement et au développement des territoires. Et je me suis beaucoup appuyé sur un certain nombre de chercheurs en aménagement du territoire. J'en vois quelques-uns dans la salle. Nous lançons aujourd'hui un cluster ruralité, c'est-à-dire, comme on le fait au niveau des entreprises, plutôt coutume de le faire pour regrouper un secteur industriel, l'aéronautique, l'optique laser, etc. Là, c'est des maires ruraux, des associations, des entreprises, des universitaires dont la spécialité, c'est la géographie économique ou l'aménagement du territoire. Essayer de faire en sorte que les acteurs du territoire, qui souvent galèrent, se plaignent, soient acteurs de la politique. Ce qui fait qu'avant de revenir à stricto sensu ce qu'on appelle l'évaluation, la force de la décentralisation et des pouvoirs territoriaux, c'est la co-construction des politiques publiques, au fil de l'eau, en permanence. Donc pour moi, l'évaluation est d'abord un état d'esprit et une culture qui conduit à avoir la capacité, la compétence de se confronter en permanence aux acteurs des territoires, que ce soit les entreprises, que ce soit les labos universitaires, que ce soit les agriculteurs ou
ou les chefs d'entreprise, que ce soit les organisations syndicales, les organisations de formation, enfin, par rapport aux compétences de la région. Regardez la difficulté de l'exercice qu'il y a sur la compétence transport. Bon, les régions, depuis 2002, font rouler les trains. Mais on a un mastodonte qui s'appelle SNCF, entreprise nationale, peu transparente, et avec un modèle social extrêmement verrouillé. On peut l'apprécier. Sauf qu'à un moment donné, ce service public est-il toujours au service du public? Quel est le mot le plus important dans le mot service public? C'est le mot public ou le mot service? Et alors ça se traduit par une composition étrange qui a beaucoup évolué dans les comités d'usagers, comités de ligne, où au départ c'était les retraités de la SNCF qui venaient parler dans les comités de ligne. Et aujourd'hui, il y a une vraie mutation où, compte tenu de la prégnance du problème de mobilité, ce sont effectivement des usagers free on board, si j'ose dire, qui sont présents dans ces comités de ligne. Et je crois beaucoup à ces comités de ligne pour faire bouger la réflexion de la SNCF, voire les instances politiques nationales, sur l'effort qu'il faut faire pour régénérer l'ensemble des lignes, fussent-elles petites. Donc, cet état d'esprit qui n'est pas forcément facile à mettre en place, parce que ce soit l'évaluation ou la co-construction, ça se heurte à un état d'esprit politique du nouveau ou de l'ancien monde qui est celui de la certitude. Or, il n'y a rien de pire que la certitude. Et c'est dans l'ancien et dans le nouveau monde. C'est parfois plus important dans le nouveau monde que dans l'ancien. Et cette notion de certitude est effrayante. On l'a bien vu à l'occasion des élections européennes et de leur résultat, d'une certaine manière. Enfin, dans leur résultat, ça a été un effondrement des certitudes. Mais il y a ce fait de se dire, nous avons d'abord un certain nombre de chercheurs, c'est pour ça que moi j'aime bien l'évolution de la presse d'aujourd'hui, qui inscrit, alors je suis un lecteur addict du Monde, mais je pense que ça existe dans d'autres journaux, mais on se retrouve quand même avec un retour d'une pensée politique. J'aime bien lire les pages idées. D'ailleurs, je me suis spécialisé à la région au niveau de la revue de presse. Je fais la revue de presse. J'avais appris ça à Sciences Po autrefois. Et c'est très intéressant. J'ai même créé un club, des petits déjeuners, où les collaborateurs et d'autres viennent parler du livre qu'ils ont lu et de l'article qu'ils ont lu. Je ne sais pas si je t'ai invité d'ailleurs. Je regarde le président de la commission d'évaluation de la région, il faudra... Et je crois que... Alors, si j'en viens à l'évaluation et à votre thème, démocratie et évaluation, Monsieur le Président, je pense que c'est un foutu progrès, un sacré progrès, un joli progrès. Nous, ce qu'on a fait, mais le président de la commission l'évoquera tout à l'heure, puisque on a vraiment joué avec toutes les formations politiques. On n'a pas fait rentrer pour l'instant les usagers. J'évoquais la notion d'usager dans des structures spécifiques. Moi, je me méfie des gros machins.
Parce qu'on me propose tous les jours à la région en disant mais il faut qu'on se rapproche des usagers, il faut des citoyens, donc on va faire des grandes manifestations. Moi, je pense qu'il faut mettre le citoyen en le rendant plus compétent par rapport... Ça peut être le même qui aille dans des structures sur le fonctionnement de la SNCF, sur le fonctionnement de la formation professionnelle ou les éco-socio-conditionnalités des aides aux entreprises. Mais créer d'autres grands machins, ça m'inquiète. Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons déjà, nous, au niveau des régions, et on est les seuls à l'avoir, parce qu'au niveau de l'État, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Hein, nous avons, nous, un conseil économique, social et environnemental représentatif, je remercie le président d'être ici, qui, non pas nous surveille, mais travaille avec nous. D'abord, on est la seule région à avoir ce que l'on appelle des groupes interassemblés, où les élus politiques et les élus socioprofessionnels analysent les dossiers qui vont être votés par la commission permanente. On a voulu me faire supprimer ça à diverses reprises, de gauche et de droite. J'ai toujours refusé, d'abord parce que j'en suis un peu l'auteur, à une époque très ancienne, mais aussi parce que si vous ne diffusez pas l'information, si vous n'avez pas des remontées ensuite sur ces dossiers, pourquoi aider telle entreprise? Pourquoi cette convention avec une filière professionnelle? Pourquoi cette stratégie sur les territoires ruraux spécifiques avec des aides plus importantes? Si vous n'avez pas la remontée de cette analyse en flux continu, vous ne pouvez pas piloter un navire comme celui d'une région. Vous ne pouvez pas piloter. Vous pouvez pas piloter. Et le paradoxe, c'est que plus un État est centralisé, moins il évalue. Plus il travaille en tuyau d'orgue. Et moins les réussites d'un territoire se diffusent à l'autre territoire. D'ailleurs, regardez, nous avons recréé une DATAR. À Paris, vous avez le commissariat à l'égalité des territoires. Ça m'a toujours fait beaucoup rigoler. Je veux dire, l'égalité des territoires, c'est prendre vraiment les gens pour des... L'égalité des territoires. On est dans une période où c'est les inégalités qui augmentent entre individus, entre territoires, et Mona Ouzouf dirait mieux que moi que ça, c'est le mal français depuis la Révolution. La France, une fois qu'elle a prononcé le mot égalité, elle pense qu'elle a fait l'action publique égalitaire. Alors qu'il faut de l'inégalité pour relancer l'ascenseur social. Regardez l'ascenseur social qui se casse la figure. Pourquoi aujourd'hui le principal problème des entreprises est-il de ne pas savoir recruter? C'est assez dingue, ça. Hein, parce que c'est un sujet d'évaluation. Tu notes, hein? Excusez-moi, je passe mes commandes, j'en profite. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il ce paradoxe, chômage de masse, et les entreprises qui ne se développent pas parce qu'elles ne peuvent pas recruter? Pourquoi l'inégalité ne serait pas au cœur des causes de ce problème? J'étais la semaine dernière à une assemblée générale d'un centre de formation assez extraordinaire sur la maintenance aéronautique, qui est un des plus beaux succès qu'on ait engrangé. Une directrice de CFA nous faisait remarquer que 30% des jeunes, pourtant on bat de l'apprentissage, moi aussi d'ailleurs, hein, ceux qui terminent leur apprentissage, ils ont tous un job et une employabilité. 30% des gamins et des gamines quittaient les CFA. Le décrochage scolaire et d'apprentissage est un drame total. Et quand vous regardez le milieu social, je le dis aussi à Jean, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire ici, quand on regarde le milieu social, c'est quoi? C'est des jeunes qui ne sortent pas de la cuisse de Jupiter et qui sortent surtout de milieux sociaux extrêmement modestes, voire défavorisés. Comment une femme seule
qui a 2 enfants, qui doit faire 2 heures de ménage le matin, 2 heures de ménage le soir, peut-elle s'occuper de ses enfants? Et quand vous regardez l'état des inégalités, ben ça vous amène au fait que l'ascenseur social qui a existé en France, ben, il plonge. Alors ça interroge l'éducation nationale, entre guillemets, surtout pas dire que tous les autres pays ont régionalisé l'éducation, sauf en France. On fait plonger l'ascenseur, mais... Et donc il y a une vraie interrogation. Si les entreprises, ou plutôt si tous les jeunes étaient accompagnés jusqu'au bout de leur... Alors je fais de l'évaluation, je fais de l'auto-évaluation de... mais si tous les jeunes pouvaient être accompagnés jusqu'à la qualification, la fin de leurs études, parce qu'ils avaient été bien orientés, les entreprises n'auraient aucun problème que l'on soit dans le numérique, dans la charpente, dans la chaudronnerie, voire dans l'agriculture. Il n'y aurait pas de problème. Je pense que c'est une piste... tu mettras mon tampon dessus, quoi. Alors, pourquoi l'évaluation et démocratie? Parce que je pense qu'il est difficile pour moi, pendant un mandat, 5-6 ans, de faire de la démocratie directe. Ça va peut-être choquer un certain nombre de... Je pense que la démocratie directe, ça n'existe pas vraiment, sauf peut-être au niveau communal, si vous avez un tissu associatif fort. Et encore, le tissu associatif, ce n'est pas tous les habitants du quartier. J'ai été maire de la ville dans laquelle vous êtes là, qui est la ville de Pessac, qui a une histoire associative avec des syndicats de quartier, pas des associations de quartier. Ce que la mairie essaye de contourner en créant des comités de quartier présidés par des élus. Mais sauf dans une mairie, commune moyenne, vous ne pouvez pas voir tous vos concitoyens et les consulter en direct. Ça ne marche pas, en fait. Parce que très rapidement, on voit quand il y a des propositions de budget participatif. En réalité, le budget participatif, il est catché par une petite minorité qui vient... Donc moi, je suis très dubitatif sur ces éléments. Alors, bien sûr, référendum, ça a une autre consistance. Mais c'est un peu pour ça que pour nous, l'évaluation est quelque chose d'essentiel. La question qui se pose, à la limite, c'est qu'en fait-on plus que... Pardon, les études les analyses que j'ai vues tout à l'heure. Que fait un pouvoir politique des évaluations qu'il reçoit? De sa commission, d'un service particulier? C'est ça le problème. Parce que sinon, ça peut être... On peut se faire plaisir. Enfin, tu diras ton sentiment tout à l'heure, mais on peut se faire plaisir. Hein, nous, on a fait évaluer, par exemple, notre coopération avec la Chine. Ben, je peux vous dire qu'on l'a changé. Hein. On n'a pas plié les gaules, on n'est pas revenu, etc. Mais on a fait évaluer toutes nos politiques de coopération, c'est ça, hein. Alors, après, est-ce qu'il n'y a pas redondance de toutes les structures qui font des évaluations? Là, il faut se poser la question. On a d'abord la Chambre régionale des comptes, qui est un mélange de contrôle des fonds, et en même temps qui intervient beaucoup sur l'autre signification du mot fonds, à savoir l'argent public. Hein? Est-ce que la profusion des évaluations... Et puis il y a aussi tout le système, alors ça c'est la grande mode dans les collectivités locales et au niveau de l'État, on prend des AMO, des assistances à maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas si... Alors ça, on crée de l'emploi à l'extérieur. Hein.
les cabinets se concentrent et puis finalement on tombe plus que sur KPMG. J'espère qu'il n'y a pas de représentants de KPMG dans la salle. Ici. Donc on a ce type de problème, et moi je crois beaucoup, lorsqu'il y a vraiment, et il le dira lui-même, je veux dire, on se voit régulièrement, le président de la commission d'évaluation, mais on choisit ensemble les structures, les politiques à évaluer, mais je me mêle absolument en rien du travail qui est fait et par les techniciens et par... J'ai été un des premiers présidents d'agglomération à créer des missions d'inspection. Ce qui a été d'ailleurs très positif. Je me suis amusé comme un fou parce que j'ai fait mettre à genoux la Lyonnaise des Eaux. C'est assez... un vrai bonheur. 230 millions d'euros dans la poche des usagers. J'étais assez... Donc voilà, faut qu'on regarde, faut que vous regardiez aussi, moi j'ai pas de réponse, mais cette profusion de l'évaluation, de la crypto-évaluation, de la sous-évaluation, des systèmes d'évaluation, je ne sais pas si le mieux étant l'ennemi du bien, on a ce qui est essentiel, le suivi des résultats de l'évaluation. Je prends un exemple quand même. Pas sur les politiques régionales, mais sur les politiques nationales. Sur le fait que l'évaluation, c'est... Bon, ce matin, vous avez tous entendu, comme moi, que l'évaluation de je ne sais plus quelle commission de médecine disait que le nouveau lévothyrox ne posait pas de problème. Vous avez entendu ça à la radio? J'espère que vous écoutez tous France Inter ou France Info et pas les autres radios, d'ailleurs. Enfin, hein, il y a des milliers de plaintes. Et en même temps, étonnant. Prenez le problème, et ceux qui me connaissent savent que je suis tout sauf un idéologue. Prenez le problème de la notion de partenariat public-privé, dont on nous a rebattu les oreilles en France, après qu'on l'ait fait en Angleterre, aux États-Unis. Tout le monde sait que c'est une catastrophe. Tout le monde sait que c'est une double catastrophe. D'abord, ça coûte plus cher. Et deuxièmement, ça enlève la compétence d'ingénierie publique. Vous filez à Bouygues la construction du ministère de la Défense, ou bien du tribunal de Paris, qui est quand même... Enfin, vous avez lu Le Monde cette semaine, je suppose, avec... ce gigantesque bâtiment invivable, en public-privé, avec des sommes considérables. Tout le monde sait. Mais prenez le cas de la LGV entre Tours et Bordeaux. J'ai reçu, moi, alors le travail est bien fait, et tout ce qu'on veut, etc. J'ai reçu l'entreprise qui l'a fait, c'est Vinci ou quelque chose comme ça. Et quel est le TRI? Tranquille, 16%. Eh ben, dis donc. On l'aurait fait faire par un prêt à long terme de la Caisse des dépôts, ça coûtait 2 fois moins cher. Les Canadiens, les Québécois, l'Université de Montréal et l'Université Laval ont fait une étude systémique sur les conséquences du partenariat public-privé, en disant que c'est l'horreur de chez l'horreur, pour les 2 raisons que j'évoque, plus cher et ça supprime la compétence publique, compétence de contrôle, la compétence d'évaluation. Quand vous avez perdu toute votre compétence, comment vous allez faire l'évaluation? Par KPMG, qui travaille en même temps pour la Lyonnaise et pour... même si c'est un peu étanche. Pardon, hein, Non, mais je ne fais pas une fixette sur KPMG, parce que... On va dire que je soutiens Ségolène Royal, qui l'a critiqué quand je vais faire l'audit des finances de Poitou-Charentes. Mais c'est un problème. On sait que les autoroutes, la privatisation des autoroutes, et encore une fois, sans idéologie, c'est totalement stupide. Financièrement, économiquement, en matière d'aménagement... Eh ben on veut privatiser les aéroports de Paris. Pareil. On sait que sur Toulouse, le Chinois,
le Chinois qui est venu avec ses jumelles pour regarder ce que faisait Airbus en face. Hein. On lui a filé le truc parce que les règles des finances publiques et des marchés font que c'était le mieux-disant. Tu sais que les Chinois ont essayé de s'installer un jour, on a réussi à le faire évacuer. En face de la rade de Toulon, ils ont voulu acheter une entreprise qui est une entreprise de Gironde qui fait de la maintenance pour les yachts. Et les Chinois ont voulu... Ils étaient en face du Charles de Gaulle en train de le jumeler. Non mais c'est... Faut quand même... Donc, alors, mais on a sous les yeux l'échec économique, social, faites tout ce que vous voulez et on continue. Ce qui m'amène à dire quand même que le problème de l'évaluation, c'est bien que on continue à rentrer dans le problème. Est-ce que tout ça est appliqué? Alors, je ne sais pas si dans vos analyses, vous regardez vraiment ça. Est-ce que l'évaluation a un impact, non pas, en posant la question, non pas est-ce que la politique a bien un impact, ça il faut que vous le fassiez, mais est-ce que l'évaluation a bien un impact sur l'évolution des politiques publiques? Parce que sinon, on va faire joujou, hein. On aura créé des emplois un peu partout, mais le résultat ne sera pas là. Donc voilà, j'ai complètement changé ce qu'on m'avait fait dire. J'espère que j'aurai une bonne évaluation. Si je voudrais reprendre une autre idée, moi, qui me touche et qui est important, c'est que l'évaluation permet de garder le temps long de la décision publique. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais aujourd'hui, cette espèce de réformite permanent est totalement antinomique avec l'évaluation des politiques publiques. Je prends plusieurs exemples. Vous voulez faire une politique de transport. Si tous les 5 ans, vous changez, non pas de ministre, ça c'est normal, mais de politique des transports, je pense au ferroviaire par exemple. Bon, la régénération du tissu ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine, c'est 1,5 milliard sur les lignes qui sont un peu plus de notre responsabilité, c'est 10 ans de travaux. Si au bout de 3 ans, il y a 3 ans d'études, il faut des machines, etc. Si au bout de 3 ans, vous arrêtez cette réflexion, pour construire un lycée, entre le temps où on le décide et le temps où il est au service des élèves, il faut 6 ans. Si les dotations ou les ressources des collectivités locales ont changé, la politique scientifique, c'est pareil. Moi, quand je suis arrivé à la présidence de la région Aquitaine, la première décision que j'ai prise, c'est de recréer une force scientifique sur la vigne et le vin. Tout avait disparu de Bordeaux, sauf l'œnologie. Mais il m'a fallu 10 ans. Il m'a fallu 10 ans. Donc, je ne sais pas quel est cet équilibre-là qu'il faut avoir. Hein, mais, bon. Et en même temps, l'évaluation, ça doit être aussi, je parlais du public-privé, ça doit être aussi, ça doit rentrer aussi dans ce débat sur la mise en cause de la dépense publique. Quand vous comparez la dépense publique en Allemagne et la dépense publique en France, vous pouvez voir des différences. OK ? Prenons la santé, dépenses de santé. Est-ce que l'on peut dire que le reste à charge des ménages pour leur santé n'a pas du sens, surtout pour les ménages qui sont modestes? Vous voyez ce que je veux dire? Dans d'autres pays, les dépenses de santé ne vont pas être organisées de la même manière, sauf que les gens ne peuvent pas se soigner. Et même chez nous, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Donc je pense qu'il faut qu'aussi l'évaluation s'occupe de ça. Ça me semble être au cœur parce que ça donnera peut-être de la chair et de l'attention du grand public à ce que font les structures qui s'occupent d'évaluation. Enfin, moi, je termine en remerciant l'Europe. On a fait une réunion
On a fait une réunion ici là, sur la réflexion avec les collectivités territoriales, infrarégionales, sur le budget européen. L'Europe nous booste quand même sur la culture de l'évaluation. C'est pas la même culture qu'en France. Et moi, j'aime bien qu'on ait une culture européenne. Merci.